Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Jusqu'où peut aller une femme brisée par l'amour? Quand une femme n'a plus rien à perdre, elle devient capable du pire. Il y avait, au nord de Banico, un petit village au paysage vallonné. Une jeune fille du nom de Kaya. Kaya était une beauté rare, à la peau d'un noir profond et éclatant, comme une nuit sans nuages, éclairée par les étoiles. Son sourire avait quelque chose de réconfortant, et ses yeux brillaient d'intelligence et de douceur. Elle marchait avec grâce, avec cette assurance tranquille que seules certaines jeunes femmes dégagent naturellement. Après l'obtention de son diplôme, un moment de fierté pour sa famille et pour elle-même, Kaya annonça qu'elle allait quitter le nord pour s'installer dans le sud du pays, afin de poursuivre ses études. Ce fut un déchirement de laisser sa terre natale, mais elle était animée par un grand rêve, devenir indépendante, bâtir son avenir et apporter un jour du changement autour d'elle. Une fois arrivée dans le sud, tout était nouveau. La langue, les gens, les bruits incessants de la ville. Mais c'est aussi là qu'elle rencontra Amos. C'était un jeune homme calme, réservé, parfois un peu maladroit, mais dont les silences avaient quelque chose de rassurant. Ils s'étaient croisés dans un amphithéâtre à l'université. Une semaine plus tard, ils s'étaient retrouvés dans la file d'attente du réfectoire. Il lui avait lancé timidement un sourire, qu'elle avait trouvé charmant. De fil en aiguille, ils commencèrent à se parler, à se voir. Puis, l'amour prit forme. Kaya tomba éperdument amoureuse. Pour elle, Amos représentait un pilier, un havre de paix dans cette grande ville où elle se sentait parfois seule. Leur histoire devint passionnelle, du moins du côté de Kaya. Elle lui donna tout, son cœur, son temps, son énergie. Elle venait chez lui presque tous les jours. Elle cuisinait pour lui, préparant avec soin ses plats préférés qu'elle avait appris à faire, même si elle ne les aimait pas elle-même. Elle lavait son linge, frottait les assiettes après leur repas partagé, rangeait, nettoyait et prenait soin de son espace comme s'il s'agissait du sien. Elle avait même les doubles de la clé de la chambre d'Amos, une marque de confiance qu'elle chérissait. Parfois, elle s'asseyait sur le bord du lit et l'observait dormir. « Tu sais que je t'aime, hein ?» lui murmurait-elle en caressant doucement sa joue. Il ouvrait à peine les yeux, souriait faiblement, puis se rendormait. Amos n'était pas un grand démonstratif. Il parlait peu d'amour. Il ne faisait pas toujours attention aux petites choses, et cela blessait Kaya parfois. Mais elle se disait que tout le monde n'aimait pas de la même manière. Alors elle compensait. Elle aimait pour deux. Les années passèrent. 4 années. 4 années de partage, de projets rêvés, de soirées passées à discuter sous les étoiles, de sacrifices, d'attentes, de silence aussi. Kaya s'était presque entièrement construite autour de cette relation. Pour elle, c'était du sérieux. Elle pensait à leur avenir. Elle s'imaginait un jour porter ses enfants. Elle disait souvent à ses amis, « Ce n'est pas un homme parfait, mais il est à moi, et je l'aime comme ça. » Mais un jour, tout bascula. C'était un samedi matin. Kaya avait terminé ses cours plus tôt la veille et avait décidé de surprendre Amos. Elle avait acheté des ignames fraîches et du poisson au marché pour préparer son plat préféré. Elle grimpa les escaliers de l'immeuble avec un petit sourire au coin des lèvres, son sac de provisions à la main. Lorsqu'elle introduisit la clé dans la serrure, elle sentit une étrange résistance. La porte était fermée de l'intérieur. Elle frappa doucement. Pas de réponse. Puis, un bruit. Une voix féminine. Kaya se figea. Elle frappa plus fort. Une jeune femme vint ouvrir. Elle était belle, bien habillée et portait un pagne autour de la taille. Dans la cuisine derrière elle, la vapeur s'élevait d'une marmite. La pièce sentait le ragoût d'arachide. « Bonjour. Tu veux quoi ?» demanda la femme d'un ton neutre, presque agacé. Kaya, les mains tremblantes, répondit. « Je cherche Amos. Je suis sa petite amie. » La jeune femme haussa un sourcil. « Sa petite amie ? Eh bien, moi sa fiancée. » Un silence de mort s'installa.
Les yeux de Kaya s'écarquillèrent. Son cœur s'emballa. « Pardon ?» répéta-t-elle, la gorge nouée. « Tu veux entrer ? Tu peux l'attendre ici s'il veut vraiment te voir. » lança l'autre sèchement en retournant à ses marmites. Kaya entra, en état de choc. Elle posa lentement son sac à côté du fauteuil, s'assit sans mot dire, fixant le mur comme si elle cherchait une explication. Le temps semblait s'être arrêté. Elle entendait à peine les bruits de cuisson. Tout tournait dans sa tête. Plus d'1 heure passa. Puis la porte s'ouvrit. Amos entra. Il s'arrêta net en voyant les 2 femmes dans la pièce. Son regard passa de Mariam à Kaya. Il sembla perdre ses mots pendant quelques secondes, puis s'éclaircit la gorge. « Kaya, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle se leva lentement. « Je suis venue te voir, comme toujours. Mais je trouve une autre fille dans ta cuisine, dans notre cuisine, avec mes clés qui ne fonctionnent plus. C'est normal, ça ?» Amos baissa les yeux, puis se tourna vers Mariam. « Je suis désolée, chérie. Je t'expliquerai tout après. » Puis, il se tourna vers Kaya, le visage fermé. « Écoute, je pense que tu devrais partir. » Kaya sursauta. « Quoi ? Amos ? Tu plaisantes, j'espère ? Dis-moi que c'est une blague ?» Il secoua la tête. « Je suis désolée. Ce n'est plus possible. C'est avec Mariam que je veux être. On est ensemble depuis longtemps. Je ne voulais pas te blesser. » « Depuis longtemps ? Mais... et moi ? Et ces 4 années ? Et tout ce que j'ai fait pour toi ? Tu me vires juste comme ça ?» Mariam s'était rapprochée. Amos resta silencieux, évitant son regard. « Pars, s'il te plaît, » dit-il simplement. Kaya sentit ses jambes faiblir. Elle sortit sans dire un mot de plus, les larmes aux yeux, le cœur en miettes. Elle apprit quelques jours plus tard qu'Amos avait une relation de 7 ans avec Mariam, qu'ils avaient un fils de 3 ans, et que Mariam était en mission hors du pays. Elle n'avait été qu'un passage, une parenthèse, une illusion. Brisée, elle pleura jusqu'à n'en plus avoir de larmes. Elle se cloîtra chez elle, le cœur vidé. Pendant des semaines, elle ne mangea presque pas, ne sortit plus. Elle sombra dans une profonde dépression. Elle ne comprenait pas comment on pouvait donner autant d'amour à quelqu'un et se faire rejeter comme une étrangère. Son monde s'était effondré. Dans ces jours sombres, alors que tout semblait s'effondrer autour d'elle, Kaya n'avait qu'une seule épaule sur laquelle pleurer, celle de son amie Aïcha, fidèle, douce, patiente. Aïcha était le pilier discret sur lequel Kaya s'appuyait. Elle venait souvent la voir, lui apportait à manger, restait des heures à ses côtés, sans dire un mot, simplement présente. Parfois, quand Kaya éclatait en sanglots sans fin, Aïcha lui caressait doucement les cheveux en murmurant « Oublie-le, Kaya. De beaux jours t'attendent. Tu es forte. Tu trouveras mieux. Tu verras. » Mais les mots de consolation, même sincères, glissaient sur le cœur de Kaya, sans y pénétrer. Une colère sourde grandissait en elle, comme un feu sous la cendre. Elle pensait, repensait à cette scène humiliante où Amos l'avait reniée, comme si ces 4 années n'avaient jamais existé. Il s'était excusé auprès de Mariam. Et elle, rien. Juste un regard froid, une phrase sèche. « Kaya, s'il te plaît, pars. » Elle avait tout donné. Son temps, son amour, son énergie, sa dignité même. Pour finir rejetée comme une vieille chaussette. Elle ne voulait plus seulement pleurer. Elle voulait faire payer. Pas seulement Amos. Non, tous les hommes. Pour elle, ils étaient tous les mêmes. Menteurs, traîtres, égoïstes. Un soir, déterminée, les yeux encore gonflés par les larmes, elle sortit discrètement de la maison. Elle avait entendu parler d'une vieille femme, une sorcière redoutée, que l'on appelait Nanan. On disait qu'elle pouvait briser des vies d'un simple mot, manipuler les forces invisibles, avec une facilité déconcertante. Kaya marcha longtemps dans la nuit noire, franchissant rivières et sentiers, jusqu'à ce qu'elle parvienne à la masure de la vieille. Nanan était là, assise sur un tapis de peau sèche, les yeux presque éteints, mais d'une lucidité glaçante.
Elle sentit tout de suite la détresse et la rage de Kaya. « Que veux-tu, enfant du chagrin ?» demanda-t-elle d'une voix rauque, presque inhumaine. « Je veux qu'ils souffrent, tous, comme j'ai souffert, qu'aucun homme ne profite de moi sans le payer. » Un long silence, puis un rire sourd, grinçant, s'échappa des lèvres parcheminées de la vieille. « Tu es consumée par la haine, petite. Cela te dévorera. Mais si c'est ce que tu veux... » Elle se leva lentement, prit une petite boîte en écorce de palmier et la tendit à Kaya. À l'intérieur, un simple noyau de palme, luisant, comme s'il respirait. « Insère ceci dans ta partie intime, chaque nuit avant l'acte. Lorsque l'homme aura versé sa semence, recueille-la dans une calebasse que je te remets ici. Si, le lendemain, le liquide devient noir, il est devenu stérile. Et s'il avait déjà un enfant... » Elle s'arrêta un instant, planta ses yeux comme 2 clous dans ceux de Kaya. « Alors son enfant mourra, et pas doucement. » Kaya resta figée, glacée. Son cœur battait la chamade. Elle prit les objets sans un mot, la tête pleine de questions. Était-elle vraiment prête à aller jusque-là? À franchir cette ligne irréversible? Mais dans son esprit ne résonnait qu'un seul nom. Amos. Une semaine passa. Kaya revivait chaque instant de la scène de trahison, comme un cauchemar éveillé. Et puis, un jour, son téléphone vibra. Amos. Il appelait. Sa voix était douce, presque tremblante. « Kaya, je voulais m'excuser. J'ai été dure. J'ai mal agi. Tu méritais mieux. Est-ce qu'on peut parler ?» Kaya, jouant la naïve, la blessée en quête de réconfort, accepta. Elle le retrouva. Il lui apporta des roses rouges, les mêmes qu'il lui offrait au début de leur histoire. Il l'embrassa sur le front, lui dit « Je ne t'ai jamais oublié ». Elle fit semblant d'y croire. Elle se laissa aller. L'acte se produisit. Mais ce que Amos ignorait, c'est qu'au fond d'elle, Kaya portait désormais autre chose qu'un simple désir d'amour. Elle portait un noyau de vengeance. Le lendemain matin, alors qu'il dormait encore, Kaya se leva, récupéra le liquide dans la calebasse, puis s'en alla calmement. Elle attendit. 2 jours. L'attente était pesante. Et puis, un appel. C'était Amos. La voix paniquée. « Kaya, mon fils, il est mort. Il jouait dehors et un arbre est tombé sur lui. C'est atroce. » Kaya resta un moment silencieuse, puis, froidement, « Je suis désolée. » Et elle raccrocha. Elle resta quelques secondes immobile, les mains tremblantes. Puis, elle explosa de rire. Un rire nerveux, presque hystérique. Elle savait. Le sort avait marché. La justice, à sa manière, avait été rendue. Elle alla célébrer. Pas dans une fête, non, mais dans un rituel silencieux, intime, où chaque larme versée dans le passé se transformait en sourire froid du présent. Kaya venait de franchir un point de non-retour. Un nouveau nom, une nouvelle peau, une nouvelle vie. Kaya était morte et Jessica était née. Le jour où elle enterra symboliquement son passé, elle se regarda longuement dans le miroir, une main posée sur sa joue désormais plus claire, l'autre sur le collier en or massif que lui avait offert un riche homme d'affaires, tombé sous son charme. Son regard était froid, presque vide, mais ses lèvres affichaient un sourire. Non pas de joie, mais de triomphe. Elle s'était reconstruite avec les cendres de sa douleur. Plus rien ne pouvait l'atteindre. Du moins, le croyait-elle. Jessica, la nouvelle femme qu'elle était devenue, s'était forgée une armure d'arrogance et de séduction. Elle ne laissait plus aucun homme entrer dans son cœur. Désormais, il n'était que des outils, des proies, des billets ambulants. Mariés, divorcés, célibataires, pasteurs même parfois, tout s'y passait. Elle connaissait leur langage, leurs attentes, leurs faiblesses, et elle savait en jouer. Sa beauté, accentuée par des produits éclaircissants venus de Dubaï et des vêtements de marque qu'elle ramenait de ses voyages,
était devenue une arme. Elle attirait les hommes comme le miel attire les mouches. Dans les soirées huppées, on chuchotait son nom avec une étrange fascination. Certains disaient qu'elle avait le regard d'une sirène. D'autres prétendaient qu'elle portait un pouvoir maléfique. Ce qu'aucun ne savait, c'est que dans le fond de son armoire, bien cachée sous des robes de luxe, se trouvait une vieille calebasse. À l'intérieur, des restes sombres de ce qu'elle recueillait encore, de temps à autre. Sa vengeance n'était pas oubliée. Elle l'entretenait comme on alimente un feu sacré. Et pour chaque homme qui tombait amoureux d'elle, un malheur le frappait. Soit la stérilité, soit la ruine, soit la perte tragique d'un enfant. Et elle célébrait, chaque fois, comme si c'était une victoire sur Amos, sur tous les Amos du monde. Elle avait acheté une boutique de cosmétiques qu'elle appelait Jessica Beauty Empire, vitrine parfaite pour blanchir les rivières d'argent que les hommes naïfs déversaient sur elle. Elle engageait des vendeuses, participait à des salons d'affaires, apparaissait même sur les réseaux sociaux comme une femme d'influence. Personne ne se doutait du gouffre spirituel qui l'habitait. Mais derrière le luxe, la poudre, les filtres Instagram, une solitude sourde grandissait. 5 longues années passèrent ainsi. 5 années à faire pleurer les hommes. 5 années à nourrir son vide intérieur, avec du champagne et des billets de banque. Mais aucun amour, aucune main sincère, aucune tendresse réelle. Juste des soupirs, des mensonges, des cadeaux empoisonnés. Et puis, un jour, alors qu'elle faisait ses courses dans un supermarché chic de la ville, elle entendit une voix derrière elle. « Pardonnez-moi, mademoiselle, vous venez souvent ici. » Elle se retourna, prête à jouer une nouvelle pièce, à lancer un sourire calculé. Mais ce qu'elle vit dans les yeux de l'homme la troubla. Il n'y avait ni désir animal, ni avidité, ni fausse admiration. Juste une sincérité désarmante. L'homme s'appelait Macaire. Il n'était ni pauvre ni exubérant, simple, posé, droit. Très vite, il fit savoir qu'il ne couchait pas avec une femme sans mariage. Il ne voulait pas d'une relation fondée sur le plaisir, mais sur l'engagement. Jessica, habituée à séduire, manipuler et jeter, fut prise de court. Macaire ne voulait ni son corps, ni son argent. Il voulait son cœur. Peu à peu, Jessica se laissa attendrir. Elle oublia la calebasse. Elle l'enterra même derrière sa boutique, comme pour effacer définitivement cette part sombre d'elle-même. Elle fit l'amour à Macaire seulement après le mariage. Un mariage discret mais digne, auquel elle invita peu de gens. Pour la première fois depuis Amos, elle aimait vraiment. Elle y croyait. Mais les mois passèrent. 1 an. Toujours pas d'enfant. Aucun retard. Aucune grossesse. Macaire, lui, ne bronchait pas. Il souriait, priait, rassurait. Jessica, elle, commença à paniquer intérieurement. Le passé, qu'elle croyait éteint, revint comme un spectre dans ses rêves. Un soir d'orage, elle retourna, honteuse, chez la vieille sorcière. La vieille avait vieilli encore. Ses mains tremblaient. « Tu veux donner la vie alors que tu l'as volée à tant d'autres ?» dit-elle d'une voix cassée. « Je t'en supplie. J'ai changé. Je veux réparer. Dis-moi ce que je dois faire. » Mais la vieille secoua lentement la tête. « Il est trop tard. Le noyau que tu as porté était sacré. Il scellait un pacte. Ce qui est volé par vengeance ne peut être rendu sans prix terrible. Tu as signé un contrat avec le sang. Et le sang appelle le sang. » Jessica tomba à genoux, hurlant comme une enfant. Mais la vieille ferma sa porte, doucement. Sur le chemin du retour, trempée par la pluie, les larmes se mêlant à l'eau sur son visage, Jessica réfléchissait. Était-elle damnée pour toujours? Devait-elle avouer à Macaire? Risquer de le perdre? Ou continuer à jouer la comédie de l'épouse stérile résignée? Elle rentra tard ce soir-là. Elle le trouva assis, un livre à la main. « Je dois te dire la vérité, » murmura-t-elle, et elle raconta tout, du noyau, de la calebasse, de la vengeance, des hommes, de l'enfant d'Amos,
de sa maudite fortune. Macaire l'écouta sans dire un mot. Puis, à la fin, il sourit tristement et se mit à rire, d'un rire douloureux, brisé. « Chut, moi aussi, dit-il. J'ai fait du mal. Mon ex m'a quitté pour un homme plus riche. J'ai fait un pacte, moi aussi. C'était peut-être le karma. Voilà pourquoi je ne t'ai jamais mis la pression. » Ils se regardèrent longuement. Deux âmes blessées par la vie, deux coupables, deux repentis. Et ce soir-là, ils pleurèrent ensemble. Pas parce qu'ils n'auraient peut-être jamais d'enfants, mais parce qu'ils avaient enfin, après tant d'années d'errance, trouvé l'amour vrai. Un amour né dans la douleur, lavé dans les larmes. Mais peut-être un amour capable de guérir. Les jours passèrent, puis les semaines. Après leur confession mutuelle, un silence doux s'était installé entre Jessica et Macaire. Il n'était pas vide. Il était chargé d'un respect nouveau, d'une vulnérabilité partagée. Ils vivaient dans une paix précaire, comme deux voyageurs qui ont survécu à la tempête, mais qui redoutent encore la prochaine. Jessica, cependant, ne parvenait pas à retrouver le sommeil. Son esprit restait hanté par les visages des hommes qu'elle avait détruits, par les larmes versées à cause d'elle, par l'enfant qu'elle n'avait jamais tenu dans ses bras. Sa richesse ne lui apportait plus aucune satisfaction. Ses vêtements de luxe semblaient lourds. Les miroirs, autrefois complices de sa vanité, la renvoyaient désormais une image qu'elle ne supportait plus. Une femme brisée, coupable, vide. Une nuit, en proie à une profonde crise d'angoisse, elle sortit de la maison et marcha jusqu'à une petite église du quartier. C'était un bâtiment modeste, aux murs blancs écaillés, avec une croix en bois au sommet. Elle poussa la porte. Il était 2 heures du matin. L'église était vide. Jessica s'agenouilla devant l'autel, sans même savoir prier. Elle pleura, longuement, jusqu'à ce que ses sanglots deviennent un murmure. « Seigneur, si tu es là, si tu m'écoutes encore, fais quelque chose de moi. Je suis fatiguée. Je veux vivre, vraiment vivre, plus comme avant, pas comme ça. » Ah, un silence suivit, puis un souffle léger, presque imperceptible, balaya la pièce. Le lendemain, elle décida de tout abandonner. Elle vendit sa boutique. Avec l'argent, elle paya des dettes de certains anciens amants qu'elle avait ruinés. Elle écrivit des lettres d'excuses qu'elle fit parvenir anonymement à ceux qu'elle avait blessés, même ceux qu'elle savait ne jamais revoir. Elle brûla ses produits de dépigmentation, ses perruques, ses sacs de luxe. Non pas par haine de soi, mais par désir de recommencer, de se dépouiller. Elle coupa ses cheveux très courts et les offrit, selon la tradition d'une vieille femme du quartier, comme symbole de renaissance. Avec Macaire, ils commencèrent à fréquenter un groupe de prière dans une petite communauté évangélique. Là, entourés d'anciens drogués, de prostituées repenties, de jeunes chercheurs de Dieu, elle découvrit une forme de spiritualité qui ne jugeait pas, mais qui relevait. Le pasteur, un homme simple au regard limpide, l'écouta pendant 2 heures sans l'interrompre. Puis, il lui dit une seule chose. Jésus a pleuré pour Marie-Madeleine, et elle est devenue un témoin de sa gloire. Tu n'es pas ton passé, tu es ton choix d'aujourd'hui. Cette phrase marqua un tournant. Jessica commença un parcours de guérison intérieure. Chaque semaine, elle jeûnait un jour, méditait les Écritures, tenait un journal où elle écrivait ses blessures, ses victoires, ses rechutes. Elle fit un rêve un soir, dans lequel elle voyait une petite fille. Elle jouait dans un jardin lumineux. Elle la regarda et dit « Je vais bien, maman ». Un soir calme, alors que Jessica méditait sur sa vie passée, une sensation étrange s'éveilla en elle. Depuis plusieurs semaines, elle ressentait une lourdeur inhabituelle dans le bas-ventre, comme si quelque chose en elle résistait à la paix qu'elle cherchait depuis son mariage avec Macaire. Malgré ses prières, malgré les gestes d'amour de son mari, malgré ses efforts pour tourner la page, le noyau de palme, qu'elle avait presque oublié, semblait toujours l'habiter. Cette nuit-là, elle fut prise de sueur froide.
Elle se leva précipitamment du lit et courut vers la salle de bain. Là, alors qu'elle tremblait, incapable de se tenir debout, elle vomit avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Et soudain, dans ce flot amer et douloureux, le noyau de palme apparut, gluant, noirci par le temps et chargé d'une odeur âcre. Elle resta figée, les yeux écarquillés, incapable de parler. Un hurlement intérieur la traversa, un cri de délivrance, muette. Elle comprit alors, elle venait d'être libérée. Pendant des années, ce noyau avait été le sceau de sa malédiction, l'encre de sa vengeance. Il avait pris racine en elle, comme un poison silencieux, rongeant non seulement son corps, mais aussi son destin. Et voilà qu'en un instant, il avait été expulsé, comme si le pardon qu'elle avait accepté, la vérité qu'elle avait osé dire à Macaire et les larmes sincères qu'elle avait versées avaient trouvé écho dans le monde spirituel. Les jours suivants, Jessica se sentit plus légère. Son corps semblait renaître. Sa peau brillait d'un éclat naturel qu'elle n'avait plus vu depuis sa jeunesse au nord de Banico. Même Macaire remarqua que son épouse semblait transformée. Elle riait davantage. Elle dormait mieux. Et puis, un matin, elle se réveilla nauséeuse. Une autre nausée, mais différente. Elle ne comprenait pas. Quelques jours plus tard, elle se rendit à l'hôpital. L'infirmière, un large sourire aux lèvres, lui tendit les résultats. « Madame Jessica, félicitations. Vous êtes enceinte de 6 semaines. » Elle crut s'évanouir. Les larmes coulaient toutes seules. Elle se revit dans la chambre de la vieille sorcière, tenant le noyau dans la main, pleine de haine. Elle se revit à la porte d'Amos, brisée. Et maintenant, elle était là, debout, porteuse de vie. Une vie que le ciel lui avait redonnée. Ce jour-là, elle alla s'agenouiller à l'église, en silence. Pas de prière toute faite, pas de longues phrases, juste un cœur humble, écrasé par la miséricorde. Elle comprit que le pardon, aussi difficile soit-il, est une clé puissante, et que la vie, parfois, attend simplement qu'on lâche ce qui nous retient, pour couler à nouveau. Sa grossesse fut paisible. Macaire fut un mari attentionné. Et quelques mois plus tard, elle donna naissance à une fille, qu'elle nomma Miséricorde, non pas pour oublier Kaya, mais pour honorer le chemin qu'elle avait parcouru. Chers enfants, la vengeance, même maquillée en justice, laisse toujours des cicatrices plus profondes que la trahison elle-même. Plutôt que de vous perdre en cherchant à détruire, relevez-vous avec dignité et laissez le temps et la vérité faire leur œuvre. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si cette histoire vous a touché, laissez-moi un commentaire chaleureux pour m'encourager à en partager d'autres. Mais surtout, dites-moi, vous qui avez écouté jusqu'au bout, qu'avez-vous retenu de cette histoire? Quelle leçon vous laisse le destin de Jessica? J'ai hâte de lire vos réflexions et vos ressentis. À très bientôt, sous la lune, autour d'un nouveau feu de conte.